Voilà, merci de achever de prendre place et pardon de vous presser un petit peu. C'est vrai qu'il est 13h45, mais on est un petit peu contraint par l'emploi du temps du ministre. On va donc avoir une après-midi ramassée, dense, intense. Et je ne vous le cacherai pas, c'est l'heure terrible dans un colloque. Oui, c'est l'heure terrible, parce qu'on le sait bien, après le déjeuner, vous pouvez ressentir comme une sorte on peut sentir une sorte d'assouplissement dans la salle, et c'est pour cette raison qu'avec les organisateurs, on a décidé de mettre en début d'après-midi une table ronde avec 4 intervenants qui vont être disruptifs, pour utiliser une formule particulièrement à la mode. À quoi ressemblera l'habitat dans la société de demain? C'est la question finalement sur laquelle vous allez devoir plancher pendant 1 heure. Alors je vais vous présenter les 4 représentants, enfin les 4 personnes qui sont à cette tribune, en commençant par Christophe Guilluy, qui est le plus proche de moi, géographe spécialisé en géographie sociale. Votre livre « La France périphérique » que vous avez publié en 2014 vous a mis en lumière. Vous avez lu beaucoup d'ennemis, mais vous avez fait aussi beaucoup d'amis. Vous y dressiez le constat d'un déclassement populaire et d'un déplacement de ces classes populaires vers le rural, le périurbain. Certains ont vu d'ailleurs un livre annonciateur du mouvement des Gilets jaunes que nous avons connu depuis le mois de novembre dernier. Si on peut avoir un petit peu de silence de ce côté-ci de la salle, je vous ai particulièrement à l'œil parce que j'entends que ça discute. Vous voyez? Alain Chagnot, à l'autre bout de la tribune, vous êtes associé chez Roland Berger, grand cabinet de conseil en stratégie. Vous êtes en charge du secteur public. On vous a demandé d'être là. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, vous analysez en profondeur les contributions du grand débat intervenu ces derniers mois. Vous nous direz finalement ce que pensent, qu'ont dit les Français, notamment, évidemment, en matière de logement. À côté de vous, Olivier Babot, vous êtes universitaire, professeur à Bordeaux, vous êtes président de l'Institut Sapiens, vous êtes auteur de très nombreux ouvrages. On peut citer peut-être le dernier, Éloge de l'hypocrisie. Et puis Gérard Mermet, le petit jeune de la bande, sociologue, fondateur du cabinet Francoscopie, qui scrute le mode de vie des Français depuis des années. Vous venez d'ailleurs de sortir un Francoscopie 2030 particulièrement éclairant. On va commencer avec vous, Gérard Mermet. L'habitat, c'est quelque chose d'important pour les Français? L'habitat, c'est non seulement important, c'est même essentiel, c'est prioritaire et on peut le mesurer selon plusieurs indicateurs. Le premier, c'est par exemple le temps que consacrent les Français à leur logement, à leur foyer. Je me suis livré depuis un certain nombre d'années à un petit calcul et qui montre qu'en moyenne, les Français sont chez eux, à domicile, 18 heures sur l'année 2019, anticipe un peu, alors 2030 on pourra en parler, 18h49 par jour. Donc si vous enlevez... Les gens sont en moyenne 18h49. Alors je sais que ça peut étonner un certain nombre de personnes qui sont ici. Donc en fait, les gens ne travaillent pas. Enfin, Alors, je vous laisse l'interprétation libre de ce chiffre. Alors évidemment, il est un peu forcé par le nombre de gens qui effectivement sont inactifs, soit parce qu'ils n'ont pas de boulot, soit parce qu'ils n'en ont plus et qu'ils sont retraités et qu'ils sont très contents d'être dans cette situation-là. Puis il y a plein d'autres situations. Et puis il y a le télétravail, etc. Donc si vous enlevez 8 heures de sommeil, ça veut dire qu'on passe au moins 10 heures à 11 heures chez soi en moyenne tout au long de notre vie, ce qui est considérable. Donc ça montre l'importance, je dirais, temporelle du logement. On peut regarder aussi son importance financière, matérielle. Le budget logement des ménages, ça représente, alors pour la dernière année connue, 2018, c'est pratiquement 24%, 23,6 exactement, en comptant à la fois les loyers, l'équivalent sous forme de, quand on est propriétaire, etc., les charges, l'entretien. 24% du ménage, donc un quart, c'est très largement au-dessus du second poste de dépenses des ménages, qui est l'alimentation, qui fait, lui, à peu près 11 à 12%. Et beaucoup plus que les sorties, puisqu'il reste essentiellement chez Voilà, mais c'est aussi lié, ça, ce temps, au fait que beaucoup
d'activités qui étaient autrefois pratiquées à l'extérieur sont aujourd'hui rapatriées à l'intérieur. Regarder ce qu'on peut faire depuis chez soi avec un ordinateur, ou même simplement faire de la gym avec des appareils si on a un petit peu de place, prendre un sauna si on a également un peu de place et un peu d'argent accessoirement. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont rapatriées à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que quand c'est dur dehors, comme le pensent la plupart des Français, il faut que ça soit doux dedans. Donc on essaye de créer cette petite bulle protectrice, salvatrice autour de soi. Et puis le loyer, c'est aussi un lieu d'attachement formel, c'est-à-dire que toutes les enquêtes nous montrent à quel point les Français rêvent d'abord d'avoir un logement conforme à leurs aspirations. Alors c'est, si on veut résumer très grossièrement, c'est le petit pavillon dans la campagne, en tous les cas pas trop loin de la nature. Alors c'est de moins en moins possible parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus urbaine, mais il y a quand même ce phénomène de néo-ruralité, qu'on appelait autrefois de ce mot affreux qui est la rurbanisation, qui s'est développé, c'est-à-dire que les déçus de la ville vont aujourd'hui dans des zones rurales ou semi-rurales, mais là je pense que Christophe Guillet qui est à côté de moi pourra prolonger cette tendance et la décrire. Donc il y a un attachement absolument essentiel à ce logement. Il faut simplement rappeler que c'est au milieu des années 90, au début même des années 90, qu'il y a eu ce basculement. Pendant très très longtemps, pendant des décennies, voire des siècles, c'était l'alimentation qui était le poste le plus important. Eh bien, au début des années 90, il y a eu cette inversion. Le logement a pesé davantage que l'alimentation. Christophe Guilluy, les Français sont très mobiles. Est-ce qu'ils changent finalement beaucoup de logements? Alors, est-ce que les Français sont très mobiles? J'allais dire, quels Français? Où? Sur quel territoire? En réalité, ce qu'on observe sur le temps long, il y a effectivement tous ces phénomènes, mais il y a aussi une recomposition sociale de l'espace. Cette recomposition sociale, elle induit aussi les mobilités, elle induit aussi des choix résidentiels. Et ce qui est, bon, c'est un peu mon sujet de recherche depuis des années, mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, il y a une recomposition sociale des territoires avec effectivement des grandes métropoles qui sont en train de devenir ce que j'appelle les nouvelles citadelles médiévales du XXIe siècle, des endroits où l'on prêche l'open society, mais qui se referment et de plus en plus derrière le mur, je dirais le mur de l'argent, tout bêtement. On a des logiques foncières qui sont effectivement très très fortes. Donc on voit bien qu'on a une recomposition qui va nous dire une mobilité différenciée en fonction des territoires. Vous avez une hypermobilité dans ces grandes métropoles et un phénomène, oui, de sédentarisation, on va dire, sur ces territoires de la France périphérique, alors que je peux décrire ces territoires de petites villes, de zones rurales, de villes moyennes. Alors évidemment, j'allais ajouter la phrase de l'universitaire, toute chose égale par ailleurs. Il y a des endroits où effectivement ça ne fonctionne pas comme ça, mais disons qu'en moyenne, il y a bien quelque chose qui est très cohérent avec ce que deviennent ces territoires. Vous avez dans cette France périphérique l'essentiel de ce qu'on appelait hier le socle de la classe moyenne, ces catégories modestes, ces catégories populaires, qui vivent aujourd'hui très loin des marchés de l'emploi les plus actifs. Et effectivement, j'allais dire qu'il n'est pas anodin qu'aujourd'hui les Français considèrent le logement comme quelque chose de très important. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, entre le doux et le dur. La société est dure et de plus en plus difficile, notamment sur ces territoires. Il n'est pas anodin non plus que le mouvement des Gilets jaunes ait émergé précisément sur ces territoires-là. Parce que quand on rapproche les deux cartes, la carte de votre France périphérique et celle du 17 novembre dernier, du début du mouvement des Gilets jaunes, c'est un copier-coller, j'allais dire. La France périphérique, c'est la répartition dans l'espace des catégories modestes. Et finalement, ces gilets jaunes, c'est exactement ça. Alors ça ne se confond pas avec la carte de la pauvreté, il ne s'agit pas de pauvreté, mais on a bien là des catégories précisément qui ont du mal à boucler les fins de mois. Alors, pardon, je me tourne évidemment vers Alain Chagnot, puisque vous avez analysé les contributions du grand débat. Alors, à ce grand débat n'ont pas contribué uniquement des gens du mouvement des Gilets jaunes, bien entendu, mais c'est tous les Français qui étaient appelés à contribuer.
est-ce qu'ils ont beaucoup évoqué la question du logement? On a analysé près de 1,5 million en fait, de contributions. Vous savez, les cahiers citoyens, les comptes rendus de réunions d'initiatives locales, les courriers, les mails extrêmement importants qui sont remontés des Français. En fait, le premier thème sur lequel les Français sont exprimés, c'est plutôt celui de la fiscalité. Et c'est d'abord le ras-bol fiscal qui est remonté. 2 fois plus que les autres thèmes en fait, globalement. Avec des sujets qui peuvent toucher aux questions de logement, puisque on a la longue liste des taxes en fait, qui est évoquée. Et évidemment, ce ras-le-bol fiscal a commencé par la question du carburant. Mais le deuxième point qui remonte, c'est la taxe d'habitation, jugée trop élevée. Les taxes sur l'énergie, plus globalement, et puis les taxes foncières. Donc ils ciblent quand même un certain nombre de taxes liées à la fiscalité locale. Le deuxième sujet, effectivement, qui ressort, c'est le sujet du pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que les Français rentrent dans la question du logement, puisqu'ils vont viser 3 postes de coûts pour renforcer leur pouvoir d'achat. La question du logement, premièrement. La deuxième, c'est le coût des soins. Et le troisième sujet, c'est encore celui de l'énergie, mais pour le coup, pas les taxes, mais le coût des logements, du carburant. On comprend bien, après ce que nous a dit Gérard Mermet, hein, 24% du budget des Français, on comprend que ce soit évidemment un poste essentiel, premier et très important. Si je rentre un tout petit peu dans le détail sur ce coût du logement, qu'est-ce que nous disent les Français? Premier point, c'est qu'ils disent qu'il faut réduire le coût du logement. C'est une expression générale très forte qui ressort. C'est une des principales propositions en fait, ou préoccupations qui remontent quantitativement de ce grand débat national. Le deuxième sujet, c'est renforcer les aides au logement. Deuxième sujet. Troisième, investir massivement dans le logement social. Et là, il y a une expression spontanée des Français. Ce que j'évoque, pardon, ça n'est pas l'analyse du questionnaire en ligne qu'avait émis le gouvernement sur la plateforme, mais c'est bien l'expression spontanée des Français. Ils disent on veut que le gouvernement investisse dans le logement social. Ils disent investir massivement dans le logement social. En fait, les mots que j'utilise, ce sont les mots des Français. On a procédé à une analyse lexicologique des mots qui ressortent le plus. Et donc, j'utilise l'expression des Français, de même qu'il y a d'autres sujets que je n'évoque pas parce que j'en aurais pas le temps, mais quand, par exemple, ils nous disent mettre fin aux privilèges des élus, c'est dans ces termes-là qu'ils s'expriment. Et ça, c'est un autre point qui ressort fortement. Et peut-être le quatrième point, c'est de développer les loyers, le logement à loyer modéré, je reprends leur terme, pour les étudiants et pour les travailleurs précaires. C'est aussi une de leurs fortes préoccupations. Alors, finalement, il y a plein de paradoxes, hein, Olivier Babot, dans ces paroles de français recueillies par Alain Chagnot. Par où les prendre? Le problème, c'est que nous sommes dans une époque paradoxale. On nous avait dit, on avait cru il y a 20 ans, avec l'arrivée d'Internet, que ça allait être une épiphanie démocratique, qu'on allait enfin pouvoir tous se faire entendre, que ça allait être l'ère de la démocratie directe, qu'on allait pouvoir enfin avoir une démocratie apaisée et vraiment saine. C'est exactement le contraire, puisqu'on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, la démocratie est en train de mourir, elle est profondément malade. De la même façon, on avait cru que l'espace était aboli, qu'à partir du moment où effectivement il n'y avait plus, qu'on pouvait vendre le même produit partout dans le monde, et donc ça a permis la création de ces entreprises extraordinaires comme Facebook, 2,3 milliards d'utilisateurs, c'est quasiment un humain sur 3 qui est connu en profondeur, que Facebook connaît mieux que sa mère lui-même. Ça, c'est quelque chose qui change absolument la façon dont le monde fonctionne. Et Facebook qui s'apprête à battre monnaie, d'ailleurs. Absolument, qui va battre monnaie, qui va devenir, c'est ce qu'on appelle des corpo nations aujourd'hui. C'est vraiment de plus en plus, évidemment, qui sont en concurrence avec les États. Mais là encore, on pensait que donc, l'espace allait disparaître, et c'est le contraire qui arrive. Il y a un très bon livre de Goodhart qui s'appelle The Road to Somewhere, où il explique, en analysant la sociologie anglaise, qu'aujourd'hui, le bon critère, c'est d'opposer en fait les anywheres tous les somewheres, c'est-à-dire les gens qui s'associent d'abord à un territoire, et des anywheres, c'est-à-dire des gens qui sont d'abord citoyens du monde, et donc ça s'appelle the road to somewhere. Aujourd'hui, de plus en plus, finalement, on se rend compte que le mouvement d'agglomération, de métropolisation ne s'arrête pas. Alors c'est pas le cas en France, mais c'est pas le cas ailleurs. Regardez la ville de Lagos, en 2 générations, ils ont été multipliés par 100. C'était 200 000 personnes, aujourd'hui c'est plus de 20 millions en à peine 2 générations. Alors qu'est-ce qui se passe en France? On se rend compte que malheureusement, et on est entre nous, peut-être qu'on n'est pas obligé de le dire à l'extérieur, mais et vous êtes là justement peut-être pour aider contre ce mouvement, mais il y a moins de raisons que jamais
d'avoir de la mixité sociale. Mais moins que jamais. C'est-à-dire que le numérique crée toutes les raisons pour que cette mixité sociale disparaisse. Alors pour au moins 3 raisons très rapides. Regardez La femme du boulanger de Pagnol. Excellent film. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'instituteur et le curé à l'époque qui vivent dans des sphères intellectuelles totalement différentes du reste. Vous pouvez dire peut-être un peu le comte, ou je ne sais plus s'il est comte, ou enfin le seigneur local là. Ils vivent dans un on pourrait dire un niveau intellectuel totalement différent du reste du village, et pourtant ils vivent ensemble. C'est-à-dire qu'à une époque, vous aviez différentes strates de la société qui vivaient ensemble, pour dire peut-être contraint et forcé, mais vous aviez cette habitude-là. Il y a un livre extraordinaire de Murray qui s'appelle Coming Apart, vous savez, où il fait l'analyse de la société américaine et comment cette société américaine se disjoint depuis les années 60, et il montre ça de façon extrêmement forte, entre 1960 et 2010, et il cite cette fameuse anecdote de la discussion entre Hemingway et Fitzgerald. Vous savez, les deux auteurs, Hemingway, celui des cocktails à Cuba, n'est-ce pas, et Fitzgerald, celui du Great Gatsby. Et Fitzgerald dit... Vous savez, je traduis évidemment, vous savez, les riches, ils sont vraiment pas comme nous. Et Hemingway dit oui, ils ont plus d'argent. C'est une façon de dire, la seule différence à partir du XXe siècle entre les riches et les pauvres, et ce n'était pas le cas avant, c'est l'argent. Et à partir du moment où votre différence, c'est plus que l'argent, c'est encore plus important de vous différencier par l'endroit où vous êtes. Parce qu'autrefois, c'était pas gênant. Un grand seigneur pouvait côtoyer un manant, c'était pas grave parce qu'il savait qu'il était ontologiquement différent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on n'a plus l'habitude d'être en diversité cognitive. Aujourd'hui, les gens qui ont un certain, pour dire, niveau cognitif sont habitués à être avec leur père. Ils ne supportent plus d'être avec des gens qui ont d'autres préoccupations qu'eux, donc ils ont perdu cette habitude. Et puis la troisième, c'est qu'on est à l'ère du capitalisme cognitif. C'est-à-dire que l'exigence d'excellence cognitive est de plus en plus forte. Les emplois qui ont de la valeur ajoutée sont de plus en plus concentrés là-dedans. Donc pour les parents, la nécessité d'être avec des gens qui sont pareils et qui vont donner à leurs enfants les plus grandes chances est de plus en plus grande. Donc concentration, donc les gens sont de plus en plus concentrés. On dit de plus en plus, vous savez, on dit l'immobilier, l'important c'est le location. C'est pas vrai. L'immobilier, c'est les gens avec qui tu es. C'est-à-dire que tu vas payer très cher du mètre carré, mais pas seulement parce que tu as du bruit boulevard Saint-Germain. C'est pas vrai. Boulevard Saint-Germain, c'est bruyant, c'est hyper déplaisant entre nous. Pourquoi vous payez 30 000 balles du mètre, ce qui est totalement délirant? C'est pour être avec les gens qui sont là. Et finalement, le numérique, c'est encore une désillusion de plus. Désolé d'être un peu pessimiste, mais peut-être que justement vous êtes là pour lutter contre ça. Ne va pas du tout faciliter, au contraire, il l'accentue. Bon, on va y revenir, Olivier Babot, mais bon, soyons concrets là. On est face à un public, c'est les bâtisseurs, c'est les gens qui construisent du logement social, c'est les gens qui gèrent les établissements. Gérard Mermet, en 2030, qu'est-ce qu'il faut qu'ils construisent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils construisent comme logement? Alors, moi, je ne formulerai pas la question comme ça, ce qui me permet de formuler la réponse différemment. Voilà. C'est une façon de ne pas répondre à ma question. Non, mais au moins, c'est dit de manière élégante. Absolument. Voilà. Mais ça, on ne pourra jamais vous le retirer, vous le savez bien. Non, la bonne question, c'est de savoir dans quel décor on va vivre dans les prochaines années. À l'horizon 2030, par exemple, mais même un peu plus loin, nos modes de vie, nos modes de pensée aussi, notre quotidien sera très largement déterminé par l'évolution dans 6 secteurs bien définis. Le premier, évidemment, c'est l'environnement, c'est-à-dire quelles seront les conséquences du changement climatique, du réchauffement, etc., des intempéries qui vont se multiplier, des conditions, des caractéristiques de chaque région les unes par rapport aux autres. Tout cela peut être aujourd'hui modélisé, alors avec plus ou moins de précision, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact évidemment considérable sur les logements. On ne construira plus dans une région donnée les mêmes types de logements qu'on concevait il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, stop, juste là, parce que ça, c'est un truc important. Je reviens vers vous, vraiment, Gérard Mermet, dans un instant. Mais Alain Chagnot, les Français ont cette préoccupation du développement durable pour leur logement. C'est des choses qu'ils signifient aujourd'hui et qu'ils ont signifié dans le grand débat? Oui, c'est même, je pense, un des points de surprise, c'est ce sentiment d'urgence écologique, enfin plus qu'un sentiment, finalement, une révélation sur cette question-là. Et il s'exprime très fortement autour de la question du logement, avec la question de l'isolation en particulier, et puis de la performance énergétique des bâtiments. Donc il y a une expression directe de solutions concrètes qui est appelée par nos concitoyens sur ces questions-là. Donc il y a une prise de conscience, pas seulement dans 3 arrondissements bobos parisiens. Ah, pas du tout, oui. Non, mais attendez, c'est bien de dire les choses.
Gérard Mermet, votre deuxième point, parce que Alors, on va les balayer très vite puisque je sais que le temps nous est compté. Donc l'environnement, évidemment, sujet majeur qui va conditionner la façon dont on construit les immeubles, l'endroit où on les construit et ce que les gens en attendent à l'intérieur. Ça, je pourrais y revenir. Deuxième point, c'est la démographie, évidemment. La démographie, on la connaît avec une relativement bonne précision. À 12 ans, si on se fixe l'horizon 2030. On sait grosso modo, il y aura 4 millions de plus d'habitants en France, qui nous ferait passer à peu près à 71 millions. Alors, sauf cataclysme, sauf si les collapsologues ont raison, auquel cas il n'y en aurait plus du tout, on ne pourra même plus en parler. Non, mais sérieusement, et si bien sûr les tensions migratoires sont extrêmement fortes et qu'on ne peut pas les contenir. Mais dans vos 4 millions, vous prenez en considération des tensions migratoires prévisibles? Alors, je les prends en considération si on arrive à les traiter de façon à la fois raisonnable sur un plan économique, budgétaire et sociétal. Et voilà. Il faut savoir simplement, je donnerai un chiffre, c'est que le continent africain comptera 400 millions de plus, compterait 400 millions de plus de personnes en 2030. On n'est pas tout à fait certain que le continent pourra produire 400 millions d'emplois supplémentaires pour que ces gens puissent travailler, gagner de l'argent, nourrir leur famille, etc. Donc évidemment, les pressions migratoires seront extrêmement fortes et continuantes. Donc, deuxième point, démographie. Il s'ajoute à cela une augmentation de l'espérance de vie qu'on peut estimer grosso modo à 2 ans, mais qui pourrait déborder bien davantage si les transhumanistes ont raison. 2 ans ou 12 ans aussi. Pardon ? Vous avez dit l'espérance de vie ? Plus 2 ans. Plus 2 ans. Plus 2 ans. Dans 12 ans. Dans 12 ans. Mais encore une fois, là pour le coup, on ne sait pas quelles seront les incidences de tout ce qui est dans les laboratoires aujourd'hui et demain. Le troisième élément, et je balaye très vite, le troisième élément, après donc l'environnement et la démographie, eh bien, ce sont les modes de vie, les mentalités. Alors on pourrait en parler évidemment pendant des heures. La France est un pays très singulier, à la fois parce qu'il détient beaucoup d'atouts pour réagir et s'adapter, et puis aussi un certain nombre de handicaps, parce que quand il le fait tardivement, pas toujours très bien, et en tous les cas, il préfère souvent des révolutions à des évolutions. Donc je passe sur le détail de tout cela. Et puis, il y a aussi l'international, le contexte international qui va peser. On sait qu'au-delà même des tensions migratoires, il y a des tensions géostratégiques qui sont en train de se mettre en place. Il y a une recomposition du monde avec probablement le fait que l'empire américain va peut-être pas se désagréger totalement, mais va perdre un petit peu de sa superbe. Oui, ça n'empêchera pas les gens d'avoir besoin de se loger. Mais ça pourra avoir quelques conséquences sur des tensions géostratégiques qui pourront affecter la France sous la forme de guerres plus ou moins importantes, etc., sous la forme d'une économie qui sera plus ou moins dépendante de la Chine, de l'Inde ou du Brésil. Enfin, le Brésil, peut-être pas tant que ça. Autre élément essentiel, et le dernier sans doute le plus important, c'est l'innovation. On commence à voir aujourd'hui que le logement va devoir répondre à un certain nombre de nouvelles fonctions, de nouvelles attentes. Alors il y a les fonctions traditionnelles qui sont pouvoir se reposer avec une chambre, pouvoir manger avec une cuisine, etc., converser dans un salon. Mais il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter à ça, notamment en termes de connexion. On parle de l'Internet des objets et on peut prévoir que d'ici 2030, la plupart des objets de notre quotidien, ce verre, cette bouteille, seront connectés entre eux avec les avantages et les inconvénients que ça va Gérard Mermet, je me permets de vous interrompre parce que là, ça va être évidemment un grand sujet. Je voudrais qu'on boucle la boucle là, et passer la parole à Christophe Guilly. Où est-ce que, avant qu'on parle du logement et de ce qu'il doit être, où est-ce qu'ils doivent construire des logements ou se mettre à construire pour les voir apparaître dans 5-10 ans, partout? C'est la grande question. Moi, je commencerai par une bonne nouvelle. On a besoin de construire du logement social et on a besoin des ESH.
Bon, c'est quand même un point assez important. C'est vous qui Pourquoi le dites ou non, mais c'est... pourquoi non, non, mais Alors, les pourquoi Français le disent pourquoi je déjà, le dis mais... Non, mais je vais essayer d'être synthétique. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui me paraît très important. Tout ce qui a été dit auparavant est très juste. Il y a derrière tout cela une organisation des sociétés occidentales. On oublie toujours de dire qu'il y a un gros machin qui est passé il y a 10, 20, 30 ans qui s'appelle la globalisation, la mondialisation. Hein, Et donc derrière tout ça, il y a la réorganisation d'un marché de l'emploi et une polarisation très très forte du marché de l'emploi, avec des emplois effectivement très très qualifiés d'un côté, très bien rémunérés, et puis des emplois assez mal rémunérés, voire précaires. Bon, ça c'est un phénomène qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi en Allemagne, en Italie, etc., aux États-Unis. Donc, quel que soit le contexte national, on a bien des dynamiques. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on a sous les yeux quelque chose qui est en train d'imploser. C'est ce qu'on appelait hier la classe moyenne, hein, les 2 Français sur 3 de Giscard, vos clients. Vos clients, ils vont pas hyper bien. D'ailleurs, ils ont enfilé un gilet jaune pour dire on est là. Si vous pouviez un peu penser à nos territoires et à notre destin, ce serait pas plus mal. C'est leurs locataires, les gilets jaunes. Je dis ça, effectivement, ce sont ces catégories modestes qui sont éligibles au logement social. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qui font des mous comme ça. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des contextes très différents. Vous avez des contextes de zones tendues, et puis vous avez des contextes où effectivement il n'y a pas une demande de logement très importante. Dans les grandes métropoles, vous avez effectivement une demande de logement social qui est gigantesque. Pourquoi? Parce que l'ensemble du parc privé s'embourgeoise, se gentrifie, et ce qu'on appelait hier le parc social privé, social de fait, est en train de disparaître. Hein. Tous ces logements qui hier accueillaient des ouvriers, des employés, des petites gens, aujourd'hui, ils se gentrifient, et sachant etc. que 70% des habitants de Paris sont éligibles au logement social. Voilà, et là, on a bien un processus qui n'est pas spécifique à la France, mais qui va transformer, qui est en train de transformer toutes ces grandes métropoles, avec d'un côté un parc privé majoritaire très embourgeoisé, et ça va continuer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, et de l'autre, la seule possibilité de maintenir des catégories populaires, mais aussi intermédiaires, parce qu'il faut aussi des fonctionnaires pour faire tourner une grande ville. Donc on va avoir besoin énormément de logements sociaux, et aussi de logements intermédiaires dans ces grandes métropoles, dans des zones très tendues. Donc ça, c'est l'avenir. On voit bien des espaces métropolitains qui vont continuer à marcher, ça marche du feu de Dieu, hein. Ce sont des espaces d'ailleurs très inégalitaires et qui marchent très bien. J'allais dire, l'inégalité ça marche, je le dis toujours, mais c'est un peu en provoquant, mais tout ça pour dire qu'effectivement on peut avoir des très grandes inégalités, avec en plus des phénomènes de fracture culturelle. En plus, les grandes métropoles, c'est aussi le clivage social qui recouvre un clivage socio-ethnique. Donc on est bien là sur quelque chose de très, très difficile à gérer, y compris chez les bailleurs sociaux, et ça vous le savez parfaitement. Donc on a bien un contexte métropolitain très différent. Donc il y a une demande, mais elle n'est pas évidemment la même demande dans la France périphérique, dans ces petites villes, dans ces zones rurales, où effectivement la demande de logement n'est absolument pas la même. Mais elle existe. C'est-à-dire que vous avez là, sur tous ces territoires, un processus de vieillissement de la population. Bon, ça c'est le contexte global. Donc quand ça vieillit, a priori, ça fait pas trop de jeunes. Hein, donc a priori, bon. Sauf que il y a effectivement ce phénomène, j'allais dire, massif et majoritaire, mais derrière tout ça, il y a bien aussi une forme de sédentarisation de l'ensemble de ces populations. Pas seulement des retraités, mais aussi des actifs et aussi des jeunes issus de ces milieux populaires. Donc vous avez des territoires qui vont demain connaître une augmentation certes plus lente, mais de la population. Je voudrais simplement vous donner un chiffre. En 1968, les 15 premières grandes métropoles, c'était 40% de la population. Aujourd'hui, c'est 40% de la population. Ça n'a pas changé. En réalité, il y a du monde un peu partout aujourd'hui. Ça s'est recomposé. Ce ne sont pas les mêmes catégories, mais il y a bien des demandes nouvelles. Et sur ces territoires de la France périphérique, de petites villes, de villes moyennes, il y a une demande spécifique. Celle notamment d'un renouvellement du parc de logements. Parce que vous avez sur ces territoires beaucoup de mal logés, notamment un parc privé dégradé qui a besoin d'être rénové. Donc vous avez là, une demande en réalité très forte de renouvellement du parc existant. Alors, si je vous comprends bien, Christophe Guilluy, finalement, il faut investir massivement, enfin le logement social doit s'investir massivement dans les métropoles, et puis dans le reste de la France, faire de la dentelle. Et répondre
évidemment, à des demandes qui peuvent être très spécifiques en fonction des contextes locaux. Évidemment, c'est de la dentelle. Mais par exemple, on a beaucoup parlé de la question de la désertification commerciale dans les petites villes. Bon, c'est quelque chose qui est réel, qui est très connecté d'ailleurs au manque de dynamisme économique, souvent de ces départements et régions, pas seulement parce que j'entends ça régulièrement, il y a un hypermarché, donc ça dysfonctionne. Oui, mais pas seulement. Je veux dire, quand il y a un hypermarché qui s'installe en région parisienne, en général, le commerce... Il y en a un deuxième qui s'installe à côté. Voilà, donc ça ne joue pas tellement. Donc la question, c'est le contexte économique. Donc il y a bien là aussi... Et d'ailleurs, c'est le sens aussi des mesures gouvernementales. On voit aujourd'hui une vraie comment dire, politique en direction de ces villes moyennes et de ces villes-centres. Il faut connecter cela aussi à un renouvellement du parc. Je pense que les aménageurs, je pense que les bailleurs sociaux ont leur rôle à jouer dans cette revitalisation, y compris des centres urbains de petites villes. Alain Chagnot, je vous voyais réagir. Je voulais réagir parce que, effectivement, j'ai indiqué quand il a dit que le déséquilibre, les inégalités, ça marche peut-être. En tout cas, les Français, là, ils en sont parfaitement conscients. Je voulais réagir par rapport à l'expression que j'ai utilisée moi-même. Certains Français voulaient qu'on investisse massivement dans le logement social, et effectivement, il y a des besoins et des territoires qui l'expriment. Il y a d'autres choses qui ont été exprimées dans le grand débat national et d'autres segments d'opinion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui demandent plus de logement social que d'autres ne demandent pas autre chose. Et donc, sans vouloir monter les Français les uns contre les autres, il y a aussi des expressions très fortes pour mettre fin à l'assistanat, pour mettre sous contrôle les aides sociales. Donc il y a toute une thématique autour de ce sujet-là. Une partie de ce segment d'opinion s'exprime par rapport au logement en disant il faut trouver une solution pour les SDF. Donc c'est une catégorie de population bien particulière, mais ça vise pas tellement enfin pour partie le logement social, mais c'est un point plus spécifique. Un petit peu, on l'a vu ce matin avec l'exposé brillant qu'on a eu de notre professeur de Sciences Po. C'est vrai, mais c'est une façon de réduire à une portion résiduelle en fait le sujet de l'accès à l'hébergement, plus que de pousser le développement du logement social. Donc ce que je veux évoquer, c'est qu'il y a ce point-là. Et puis peut-être dernier point, si je n'ai pas à nouveau la parole, il y a aussi une demande, non pas de revoir... Vous craignez comme ça que je ne vous donne pas la parole Non, mais juste pour évoquer un petit sujet polémique, il y a aussi des demandes sur la mise en place du revenu universel qui apparaissent dans les propos. Alors, je ne sais pas si les Français, en tout cas ceux qui se sont exprimés, visaient le RUA ou le revenu universel, mais il y a une réflexion, en tout cas, qui émerge autour de cette question de retravailler le système d'aide sociale. Tout ça pour, évidemment, combattre les inégalités, plus d'égalité. Ça, c'est un truc dans l'ADN des Français. Égalitaire jusqu'à la mort, disait, je ne sais plus qui, Olivier Babot. Oui, qui est-ce qui parlait de ça Bon, peu importe. Olivier Babot. Mais je veux reprendre mes esprits. Vous avez déjà un tout petit peu répondu tout à l'heure à cette question que je ne vous avais pas posée, puisque je vous la pose maintenant, mais vous allez expliquer ça mieux. Est-ce que l'endroit où l'on habite, ça veut dire encore quelque chose à une époque où la société est digitalisée? On nous a expliqué que finalement, avec la fibre, avec la 5G, on pourrait travailler n'importe où, et que de toute façon, qu'on soit au centre des métropoles, cher à Christophe Guilluy, ou au fin fond de la Creuse, de toute façon, ça revenait exactement au même, et que finalement, le fin fond de la Creuse pouvait avoir bien des atouts par rapport au centre des métropoles. Oui, on croyait qu'Internet allait abolir le réel. Vous avez sans doute vu ce film Ready Player One de Spielberg. Alors je vous fais un petit spoiler, mais je ne vous dis pas la fin, mais l'idée c'est que la plupart des gens vivent en fait dans une réalité virtuelle qui est une sorte de matrice où ils jouent tous en ligne, ils sont en permanence avec un casque sur la tête, ils ne vivent plus dans le réel, et en fait du coup le réel est devenu une sorte d'immense bidonville. La Terre entière est un bidonville et ils jouent tous dans cette espèce de matrice. Donc c'est un peu l'idée que précisément à la limite on va tous fuir le réel, et plus le réel deviendra affreux évidemment, plus on voudra le fuir, ce qui est entre nous un des risques. D'ailleurs vous voyez au Japon il y a ce qu'on appelle les hikikomori, il y a des centaines de milliers de jeunes qui s'enferment pendant des mois, des années chez eux, ils sont incapables de sortir, et on a évidemment cette évolution de plus en plus grande. Ça s'appelle des ados en même temps. Parce que, ouais, enfin là c'est pathologique vraiment, là c'est une pathologie profonde. Moi, heureusement tous les ados passent pas par là. Peu importe, mais... Déterminer où il faudra du logement dans 20 ans, ça nécessite de savoir comment on va travailler dans 20 ans.
Et comment on va travailler dans 20 ans? Ça dépendra un petit peu de l'évolution des mobilités, avec naturellement l'évolution de la voiture autonome, dont on n'est plus très sûr qu'elle ait lieu, entre nous, hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte... Plus exactement, on sait que ça prend du retard parce que les constructeurs automobiles mettent en ce moment le paquet des investissements sur le véhicule électrique. Donc tout ça, pour avoir interviewé récemment les patrons de Valeo, et ils l'expliquent assez bien. Et ça prend du retard et on se demande d'ailleurs si ça serait bien pertinent, si on ne va pas sauter une technologie. Oui, sur la capacité du 100%, enfin du niveau 5 comme on dit, hein, c'est-à-dire sans absolument rien, on a beaucoup de mal à imaginer comment ça va être à place de l'Étoile avec des voitures de niveau 5. Je veux dire, on voit pas très bien dans les agglomérations comment ça va marcher. Mais comment l'entreprise va évoluer? Je crois que c'est la question que se posent tous les grands groupes, et j'en rencontre beaucoup ces temps-ci, parce qu'évidemment ils se demandent quels vont être mes investissements immobiliers pour dans 20 ans, de combien de milliers, de centaines de milliers de mètres carrés j'aurai besoin. Évidemment, le grand fantasme, c'est de dire c'est super, on va tous travailler chez soi. Et ils développent, c'est vrai, des formes de télétravail. Et c'est vrai qu'on travaille mieux en télétravail. Il y a des études là-dessus. Chez Sapiens, on essaie de développer des études, évidemment, aussi sur ces évolutions. Il y a un effet positif. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a quand même une importance, à un moment donné, de la coprésence physique. Que l'idée que l'entreprise va pouvoir devenir totalement virtuelle est une idée en réalité complètement illusoire. Les gens ont besoin d'être ensemble, ne serait-ce que parce que l'entreprise, ce sont aussi des jeux politiques. Et donc, à un moment donné, il va falloir être là, au même endroit. Donc, la présence physique, donc l'endroit où vous êtes, fait de la résistance. On avait l'impression que ça n'avait plus d'importance, que ici, Hong Kong, ailleurs, c'était sans importance. Non, l'espace fait de la résistance. Et moi, je crois profondément que dans ce monde de l'économie de l'addiction, de l'économie où on nous confisque, on pourrait dire, notre cognition en partie, on nous absorbe en permanence notre attention et on nous rend de plus en plus finalement addicts et uniformisés, les trois luxes du temps futur, c'est le temps, l'espace et les racines. Le temps qu'on arrive à arracher aux machines et aux réseaux sociaux, vous savez qu'on scrolle chacun 90 mètres de réseaux sociaux par jour, on vérifie nos téléphones 150 fois par jour, on est sur les écrans 4 heures de télévision plus 4 heures d'écran d'hiver, égale 8, c'est-à-dire la plupart de notre temps, évidemment, éveillé aujourd'hui. Donc le temps de qualité, c'est le premier luxe qu'on va pouvoir s'offrir demain. Et le deuxième luxe, c'est l'espace. Je ne sais pas si vous avez vu à Hong Kong, pour 200 € par mois, vous pouvez louer une sorte de studio cercueil assez sympa de 2 mètres carrés. C'est 70 sur 70 sur 1,80 m. C'est assez agréable parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de place. Je crois que l'espace, c'est vraiment un des luxes de demain. Moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui veulent avoir leur jardin, leur petite maison, parce que c'est aussi le contact avec la vie réelle. Et le dernier luxe très important, c'est les racines. Les racines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit où vous habitez n'est pas totalement indifférent. Vous n'habitez pas là comme vous habiteriez dans un autre pays ou même 150 km ailleurs. C'est, je crois, le retour du somewhere, c'est-à-dire de la qualité du fait que vous avez l'idée que vous partagez un destin commun avec les gens avec qui vous êtes. Pas forcément une histoire commune, c'est pas nécessaire d'être là depuis 6 générations, c'est pas du tout la question, c'est l'idée que vous partagez un désir d'être ensemble commun. Ce sont ces trois luxes et c'est ça l'enjeu des logements et de l'habitat tel qu'il va être dans les 20-30 prochaines années. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est très brillant ce que vous venez de dire, M. Babot. Gérard Mermet, vous vouliez... Oui, si on moi parle... j'aime bien, je mets des médailles maintenant de temps en temps, ça les stimule. Si on parle de luxe, moi j'ajouterais un quatrième qui est un luxe qu'on pourrait qualifier de culturel, c'est-à-dire la capacité que peuvent avoir certains plus que d'autres, ou moins que d'autres, de comprendre le monde dans lequel ils sont, d'anticiper et de s'adapter. Ça, c'est lié à la culture, parce qu'aujourd'hui, on est passé d'une culture générale qui permettait d'avoir son libre arbitre et de prendre des décisions à peu près argumentées, structurées, à une culture qui est beaucoup plus fragmentée et qui rend le libre arbitre beaucoup plus difficile. Si on ajoute à ça les réseaux sociaux et tous ces phénomènes, on voit que ça sera de plus en plus demain un luxe. Et puisqu'on parle de luxe, la capacité financière aussi fera partie à la fois de l'acquis culturel et de celui qu'on peut rajouter dessus au fur et à mesure de sa vie. Et donc tout cela, bien sûr, a des incidences très fortes sur le logement social. Parce que le logement social, on l'a vu ce matin, d'ailleurs ça a été évoqué notamment à travers des initiatives qui sont conduites par le Fonds d'innovation sociale. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que cherchent les habitants? C'est de la solidarité, c'est du partage, c'est de la participation. On est un peu dans la même démarche que les gilets jaunes qui ont été évoqués tout à l'heure. Une reconnaissance, une capacité à se valoriser. Et donc, je crois que l'avenir du logement social, il va passer largement
par cette recherche de convivialité. Tout ce qu'on pourra faire cette idée d'habitat collaboratif voilà. qu'on cite souvent en exemple, on montre des exemples. Oui, et qui se développe sous des formes diverses. En Europe du Nord. C'est quelque chose vers lequel on tend. Bien sûr. On va demander à Alain Chagnot, qui se plaint toujours que je lui donne pas la parole. Vous voyez, j'ajoute, si vous me permettez un point, c'est que c'est d'autant plus important que la mentalité française n'est pas particulièrement favorable à cette évolution. Donc ça sera un peu plus compliqué. Il faudra la favoriser. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez scruté avec vos algorithmes, là, dans les discours des Français, une envie d'habitat collaboratif? Alors, il y a une envie de lien social. Là, je regardais justement, donc je m'exprime encore à nouveau avec les mots des Français. Donc on a appelé ça, sur la thématique renforcer le lien social, c'est quoi les 3 plus grosses propositions? La première, c'est développer le vivre ensemble. La deuxième, c'est lutter contre les incivilités. Peut-être moins positif, mais en tout cas, c'est une attente. Et le troisième point, c'est apprendre le respect des autres et la tolérance. Voilà. Donc je crois qu'il y a cette expression-là. Et puis par rapport au point que j'évoquais précédemment de qu'est-ce qu'il faut construire, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a beaucoup d'éléments où en fait j'allais dire les gilets jaunes, non, enfin les Français qui ont contribué attendent pas forcément grand-chose et se disent que les choses doivent venir aussi du changement de nos comportements. En particulier sur la question de l'écologie, de la transition énergétique et écologique, il y a un segment d'opinion qui dit il faut taxer, il faut interdire, ou bien il faut développer des technologies pour isoler, pour stocker l'énergie, etc. Il y a tout un courant de pensée qui est autour de il faut moins consommer, il faut changer par nos comportements. C'est chez nous, ici, en fait, que ça va se passer. Pour revenir sur les propos d'Olivier, on sent bien que ça peut partir de nos comportements collectifs en propre. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Gérard Mermet, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous disiez quelque chose qui, je pense... J'avais remarqué, oui, j'étais très vexé d'ailleurs. Oui, mais, mais vous aimez ça, en fait, dans le fond. Trêve de plaisanterie, vous parliez de la structure du logement. À quoi devrait-il ressembler? À quoi rêvent les Français? Quelque chose de plus modulable, de quelque chose d'évolutif? Oui, je crois que quand on interroge les Français spécifiquement sur le logement, ce qui n'était pas le cas dans le cadre du grand débat national, on voit émerger des notions de modularité, de restructuration, recomposition. En fait, les Français sont bien conscients qu'ils vivent des vies qui sont des vies multiples, qui sont des vies complexes, et que selon les jours de la semaine ou même les moments de la journée, et pire encore les phases de la vie, on n'a pas besoin du même logement dans les mêmes conditions. Donc il y a une question de modularité qui est très importante à mettre en place. Alors peut-être faudra-t-il inventer des systèmes de cloison à la japonaise qui permettent de reconfigurer l'espace. Peut-être avec le virtuel, on arrivera à avoir des espaces complémentaires mais qui n'auront pas le même statut. Mais finalement, entre le réel et le virtuel, moi je pense qu'on mélangera assez allègrement. C'est déjà ce qui se passe dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Donc il y a toute cette reconfiguration qui est importante. Et je crois qu'au fond, le logement de demain, si on veut le qualifier, le synthétiser, je dirais que ça sera d'abord un écologie, au sens où il faudra qu'il soit en conformité avec les contraintes environnementales, et ça va être compliqué, hein. Il y a tout un travail de remise en état, etc., d'efficacité énergétique, d'optimisation, et puis ça sera différent selon les régions. Il faudra que ce soit une écologie au sens économique, c'est-à-dire que ce soit accessible à des gens qui, par définition, sont plutôt modestes, et qui risquent malheureusement, enfin je ne veux pas apporter de très bonnes nouvelles à ce sujet-là, on voit qu'on est dans un moment où les inégalités se sont accrues, ou en tous les cas ont cessé de décroître depuis le milieu des années 90. Donc il y a un risque important et qui est alimenté par plusieurs perspectives, l'emploi, le chômage, etc. Donc que ce soit écologie,
technologie, que ce soit écologie, dans la mesure où il faudra que non seulement le ménage qui habite un logement social s'y sente bien, mais que chaque composante du ménage, chaque personne puisse avoir son propre espace, sa propre façon de vivre et pouvoir déployer sa propre personnalité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra prendre en compte de plus en plus, avec des espaces personnels, des espaces collectifs, des espaces de réception qui ne ressembleront pas à ceux qu'on a aujourd'hui. Et puis enfin, je dirais bien sûr, mais c'est aussi peut-être la réponse, en tous les cas partielle, aux trois autres, éco, écolo, égo, ça sera une technologie, sans jeu de mots. C'est-à-dire que c'est l'innovation, notamment technologique, qui va permettre de répondre à cela. On parle aujourd'hui, et on a des exemples d'ailleurs très spectaculaires de construction de maisons et même de mains d'immeubles en 3D, avec des perspectives de réduction des coûts qui sont importantes. Il va falloir évidemment étudier tout ça et le mettre en place, faire des économies d'échelle. Et il y a à l'intérieur du logement énormément de technologies qui va s'installer. Si vous imaginez l'appartement ou la maison du futur, elle est hyper connectée, sans doute trop connectée au gré de certains, et là il peut y avoir des réactions un peu négatives. Il faut séparer ce qui est de l'ordre du gadget et ce qui est de la fonction vraiment utile et perçue comme nécessaire. Donc il y a une vraie révolution, une vraie transition vers un autre type de logement qui intégrera toutes ces nouvelles dimensions, tous ces changements que j'ai évoqués très rapidement tout à l'heure, l'environnement, la démographie, les mentalités, l'international et bien sûr l'évolution de la science. Christophe Guillouis, il y a quand même une question qu'on n'a pas posée, mais qui va se poser. Comment est-ce qu'on fait pour répondre aussi à la demande d'accession à la propriété ? Alors, avant, je voudrais revenir sur cette question qui a été évoquée du vivre ensemble, parce que c'est quand même un point important dans le logement. Ah, oui. Effectivement, c'est une demande. On a comme ça un discours flottant. Et puis dans les faits, on se rend compte que la société n'a jamais été aussi séparée. Donc on a un séparatisme qui travaille, y compris à l'intérieur des milieux populaires, qui est quelque chose de très puissant et qui entraîne des choix résidentiels. Et ça, vous pouvez faire tous les vœux de la Terre, ces mécanismes-là de séparation, ils vont continuer. Donc ça, on a une véritable question sur ce sujet, c'est-à-dire que vous avez un discours sur le vivre ensemble et de l'autre côté, un séparatisme de plus en plus puissant et aussi des mécanismes inégalitaires qui font que vous allez avoir effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, ces somewhere et ces nowhere qui aujourd'hui vivent aujourd'hui sur deux planètes différentes. C'est-à-dire que moi je dis toujours, il y a plus de distance culturelle aujourd'hui entre un Parisien et un habitant de la Creuse qu'entre un Parisien et un New-Yorkais. Et on a bien là quelque chose qui s'est organisé, qui est de l'ordre de la sécession, Christopher Lasch parlait de la sécession des élites, mais tous ces mécanismes sont portés par aussi une dynamique économique. Donc moi je veux bien effectivement qu'on fasse évoluer les choses, etc. Mais si, et c'est ce qu'on observe quand même politiquement, si on continue à cliver les choses entre ce bloc des nowhere et ce bloc des somewhere ou ce bloc des sédentaires, des nomades, enfin bon, appelez ça comme vous voulez. Ou la France qui va bien. Ou la France qui va bien, etc. Et celle qui va moins bien. Non mais vous avez vu les cartes électorales. Je veux dire, faut quand même, même quand on regarde des régions comme les Hauts-de-France, vous avez l'îlot macroniste lillois et puis l'océan RN autour. Bon, la réalité, elle est là. Derrière tout ça, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aujourd'hui un enjeu majeur, c'est le développement économique de ces territoires, de petites villes, de villes moyennes, de zones rurales. Parce que les gens vont rester sur place. Pour moi, l'enjeu majeur de la société française, mais d'ailleurs de l'ensemble des sociétés occidentales, c'est effectivement réintégrer économiquement, donc culturellement, ces catégories-là. Parce que sinon, on aura ce que vous disiez tout à l'heure, un discours très, très étrange sur « nous voulons du logement social ». Ah oui, mais pour nous, pas pour les autres. Nous voulons de l'État-providence, oui, pour nous, mais pas pour les autres, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de manière invisible qui s'organise, mais qui nous dit une société très dure, et je crois que la priorité des priorités, c'est effectivement le développement économique de ces territoires, et derrière de penser l'aménagement
donc aussi le logement, spécifique à ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on est bien là sur, là encore, pensée locale et globale, évidemment. Et l'accession à la propriété, pardon, de revenir et l'accession à la propriété, ma question. elle est évidemment une demande gigantesque dans ces milieux populaires, dans ces milieux, on va dire, d'ancienne classe moyenne. La question, elle est de connecter tout ça à un environnement économique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de l'accession à la propriété dans des zones où vous savez qu'il y a une désertification de l'emploi. Derrière, c'est la crise des subprimes. Enfin, vous voyez, quoi, c'est aussi un risque. Donc, il y a à penser effectivement l'accession sociale, mais il y a aussi à penser du logement social intermédiaire aussi sur ces territoires-là. La question qui se pose finalement, et on va peut-être terminer là-dessus d'ailleurs, mais c'est de savoir si les Français ont changé. Si les recettes qu'on leur a servies jusqu'à présent seront les mêmes, doivent être les mêmes en 2030, est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui des mentalités qui va donc du coup se faire sentir sur la demande de logement spécifique? Gérard Hermé, je vous vois. Oui, moi j'observe qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup plus d'ailleurs que ceux qu'on décrit généralement et qu'on perçoit. Et j'aurais un discours prospectif un petit peu moins pessimiste que celui qui vient d'être tenu. C'est-à-dire que bien sûr, la question centrale, c'est celle du vivre ensemble. Mais il y a des pistes de solutions qui existent, qui sont déjà mises en place. On en a évoqué un certain nombre ce matin. Il y a des initiatives qui sont extrêmement nombreuses, mais qui existent au niveau local. Alors il faut les encourager, il faut les initier. Il faut les identifier quand elles se font spontanément. Il faut essayer de les fédérer parce que c'est à partir de ça qu'on peut vraiment progresser. Mais cet état d'esprit dont vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'il est plus présent en Europe du Nord que dans celle du Sud ou du Milieu, dans l'empire du Milieu qu'est la France, elle se manifeste. Le besoin existe. Certes, la mixité, on n'a rien inventé de mieux pour dire ça que qui se ressemble s'assemble. C'est vrai que c'est plus facile pour beaucoup de Français. Mais il y a quand même ce regret d'être obligé de s'assembler pour ne pas être mélangé à des gens dont on a un petit peu peur. Mais il y a aussi des solutions qui montrent que ça marche dans un certain nombre de cas, que la mixité peut se développer, que ce soit une mixité en fonction des statuts sociaux, que ce soit en fonction des systèmes familiaux, en fonction du pouvoir d'achat ou en fonction de l'âge. Il y a des cohabitations générationnelles qui sont mises en place dans des logements sociaux et qui donnent quelques résultats intéressants. Et moi, j'observe qu'il y a beaucoup de demandes de cet ordre, il y a beaucoup de bonne volonté. Pas toujours de bonne foi malheureusement, mais je pense qu'il faut creuser cette piste-là, la renforcer, la favoriser par tous les moyens possibles et surtout être à l'écoute de ces initiatives qui se développent ça et là. Alain Chagnot, est-ce que les Français changent? Est-ce que les Français ont changé? Il y a des éléments qui ressortent sur des pistes de solutions, mais qui sont un peu accessoires par rapport à beaucoup de doléances et de préoccupations. Ces pistes de solutions, elles sont sur l'emploi et la formation, finalement rétablir l'égalité des chances. Sur l'accès à l'emploi, il y a des demandes autour de la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie. Donc s'il n'y a plus d'emploi dans certains secteurs géographiques et sur certaines industries, il faut que les gens se forment et reviennent à l'emploi. Donc il y a des choses qui sont faites, des investissements massifs là, du gouvernement sur le sujet. En tout cas, il y a une prise de conscience, puisque là, c'est l'expression des Français, de leurs attentes sur ce point-là. Puis il y a une expression aussi d'attente sur l'école. Je pense que la carte scolaire est aussi un des déterminants de la localisation des parents et de leur choix pour se dire il faut que mes enfants aient toutes leurs chances. Et donc là, il y a des attentes en termes de revalorisation du métier d'enseignant, revalorisation qualitative, revalorisation financière, et du coup peut-être possibilité de mobiliser les meilleurs enseignants sur certains territoires où on en a le plus besoin. Ça, ce sont des choses qui sont peut-être périphériques au logement, mais qui sont déterminantes si on considère que la mixité sociale n'est pas une option. Olivier Babot, on peut dire que les Français ont changé de paradigme, ils évoluent, ils ne pensent plus comme avant. Non, moi je crois que c'est le monde
qui a changé. Il a changé plus vite que nous, à une vitesse telle qu'effectivement, on n'a pas eu le temps, nous, d'évoluer avec lui. On s'est réveillé un matin et le monde avait profondément changé. Alors, je ne vais pas faire mon intellectuel planant, mais vous construisez des murs ici. En fait, il y a deux symboliques dans les murs. Vous avez d'abord le mur qui délimite et qui crée. Vous savez, quand Didon crée Carthage, elle commence par faire son mur avec, la peau de la vache qu'on lui a donnée. Quand Romulus et Rémus veulent créer Rome, ils commencent par le mur. Quand Platon veut fonder sa cité idéale dans la République, il le dédie à Zeus, protecteur des bornes. Donc il y a le mur qui crée. Et puis il y a le mur qui sépare, évidemment. Et vous savez que les archéologues s'étonnent, par exemple, de voir qu'en Crète, les palais de Minos étaient sans murs, ils étaient ouverts sur la campagne. Ce qui veut dire qu'il y avait une sécurité extraordinaire et que l'époque des crises de civilisation, c'est toujours celle où on remet des murs. Regardez aussi les villas romaines qui étaient ouvertes sur la campagne. Et puis après, on a vu détérioration de l'Empire et puis retour des murs qui séparent. Le mur qui existe aujourd'hui et qui sépare, c'est le mur cognitif, c'est la bulle cognitive, dans laquelle, évidemment, on est tous de plus en plus enfermés. Donc, paradoxalement, le problème de l'habitat aujourd'hui, c'est créer les conditions pour arriver à briser cette bulle cognitive dans laquelle nous tous, quelles que soient les classes sociales, on est enfermés. Vous savez, c'est la fameuse histoire du journaliste qui, après l'élection de Trump, disait « Mais moi, je ne comprends pas, dans mes amis sur Facebook, il n'y avait que des électeurs de Clinton. » Et on s'était rendu compte qu'on était tous enfermés dans notre bulle cognitive. C'est une histoire qui ne me fait pas rire du tout, excusez-moi. Non, disons que ça a été on a vraiment compris qu'on vivait dans un autre monde, un monde qui ne favorise pas, contrairement à ce qu'on pensait, le numérique n'a pas favorisé l'ouverture. Et donc, ce rôle-là, il est toujours dévolu au monde physique dans lequel on vit et à l'habitat, c'est donc à l'habitat de favoriser, là encore, ces murs qui délimitent et qui créent plutôt que ces murs qui séparent. Voilà. Christophe Guilluy, mot de la fin. Est-ce que les Français ont changé? Est-ce qu'ils changent? Est-ce que vous sentez ça? Non mais bien sûr, ils changent. Même les gilets jaunes changent aussi. On a eu là un mouvement social du 21e siècle. Les types connectés sur Internet qui se rassemblent d'ailleurs aussi. Se reconnaître, se retrouver sur un rond-point. C'est pas le rond-point des Champs-Élysées, mais c'est un rond-point quand même. Et donc ça va rester. Après, et pour valider ce qui vient d'être dit, qui est très très juste, la question du mur, c'est vous avez raison, le mur cognitif, le mur de l'argent. Ce sont les murs invisibles. Parce que, évidemment, l'immense problème derrière tout ça, c'est l'assèchement de la pensée. Et quand on a une pensée asséchée, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, c'est un peu exactement c'est votre histoire de Trump et de Clinton. Quand on a une pensée asséchée, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère que vous aurez été nourris, et en tout cas par ce débat. Tonnerre d'applaudissements pour nos 4 débatteurs qui le méritent bien. Je vous renvoie aux ouvrages de Christophe Guilluy, La France périphérique, d'Olivier Babot, L'éloge de l'hypocrisie, et ce Francoscopie 2030 qui sort de Gérard Mermet. Merci messieurs, bon après-midi.